Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Dimanche en politique en Bourgogne. À 8 mois de l'élection présidentielle, il est peu de dire que les candidats se bousculent, à droite comme à gauche. Et aujourd'hui, c'est de la gauche dont nous allons parler, et plus précisément du Parti socialiste, avec deux questions centrales. François Hollande peut-il se représenter ou doit-il se représenter? Et le PS est-il au bord de l'implosion? Alors pour en discuter, trois élus socialistes sont sur ce plateau. François Patria, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la région et vous êtes toujours sénateur de la Côte d'Or. Soutien fervent d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Michel Neugnot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président actuel de la région Bourgogne-Franche-Comté, premier secrétaire fédéral du PS en Côte d'Or, et vous soutenez toujours François Hollande. Et puis Philippe Baumel, bonjour, député de Saône-et-Loire, député dit frondeur et soutien de Arnaud Montebourg. Alors on va commencer cette émission, si vous voulez bien, par cette une de Libé que vous avez sans doute tous vue, cette une de Libération parue au lendemain du discours du président de la République, Salva Graham. Pépère se réveille, a osé titrer Libération, en ajoutant ce sous-titre, avec un discours comme on ne l'attendait plus, le président a fait un pas de plus vers une candidature. Vous l'avez trouvé comment, vous, cette une de Libé, Michel Neugnot? Pépère se réveille. Il y a la une et puis il y a la réalité. J'étais présent, Salva Graham, et c'est vrai que c'est un excellent discours de François Hollande. On a retrouvé un François Hollande pugnace. On l'a retrouvé, donc ça veut dire qu'il a dormi pendant 4 ans, comme le laisse entendre. Non, mais attendez, on a retrouvé un François Hollande pugnace comme il a été en campagne et comme il sait l'être en campagne. Et parce que vous savez très bien qu'entre un candidat en campagne et un président en exercice, le ton est différent parce que les responsabilités sont différentes. Donc il a donné toute la mesure de ce qu'il portait et de ce qu'il va porter à l'avenir. Il est en campagne. Il est en train de placer les fondations de sa probable campagne. Vous aussi, François Patria, vous avez eu cette lecture de ce discours, un discours offensif? Sur le fond, le discours est excellent. La France est une idée. Bon, la France est une idée, on est d'accord. Et il a décliné l'idée avec le talent qui est le sien. Ce sur quoi je m'interroge, c'est que cette réunion, qui était commanditée par ses proches, de façon à, aujourd'hui, le mettre en situation, à s'exprimer, à le lancer, il le pressait de le faire, tout le monde le demandait, j'ai bien compris. Est-ce que ça a été repris? Est-ce que ça a été entendu? Moi, je peux vous dire, je sais que ceux qui ont été, j'ai lu le discours, je n'ai aucune retombée par ailleurs, c'est-à-dire aucun retour. C'est comme si le sentiment aujourd'hui que les Français n'avaient pas écouté, ils n'avaient pas entendu, interrogé les Français. Il est inaudible, dans la rue. Je n'ai pas dit inaudible, pas d'inaudible, parce que le président a trouvé des mots forts, des mots justes, mais il n'est plus entendu, il n'est pas entendu. Voilà. On va y revenir. Vous, Philippe Baumel, Libé le dit aussi, il a pilonné la droite, ça a dû vous réjouir, ça, quand même. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que sera la droite demain, éventuellement, si elle revenait aux responsabilités. Mais tout ça vient un peu tard, et je crains d'être de l'avis, évidemment, de François Patria, parce que je n'ai pas non plus, dans ma circonscription, entendu parler de ce discours. Et on a le sentiment que c'est un discours qui est fait pour essayer de se remettre en situation, alors que le président est dans l'impasse, une impasse qu'il a créée lui-même. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera en capacité véritablement de re-rentrer dans une campagne de présidentiable, parce qu'en vérité, il a beaucoup déçu, on le sait tous. Alors avec cette rentrée, on le sent, en tout cas avec ce discours de Wagram, mais il y a eu aussi de nombreuses autres initiatives de part et d'autre. On sent que la campagne est vraiment en train de commencer. Les frondeurs étaient réunis à La Rochelle, c'était le week-end dernier, là même où a été annulée l'université du PS. C'était une provocation ? C'était une provocation peut-être, mais c'était surtout un lien avec l'histoire du Parti socialiste, puisque nous étions dans un lieu où se passaient, du temps de François Mitterrand, en vérité, les universités d'été. Et donc on a voulu aussi faire ce lien-là pour montrer qu'on avait cet appétit, en quelque sorte, de renouer avec un positionnement du Parti socialiste qui était à l'époque beaucoup plus à gauche, en vérité. Donc il y avait une envie de travailler sur le fond, de définir un projet partagé et de faire en sorte aussi, parce qu'il faut être sincère, qu'un certain nombre de candidatures s'organisent pour se rassembler derrière une seule des candidatures proposées par ce courant. Ça n'est pas fait pour l'instant, mais on y travaille. Vous l'avez vécu comme une provocation, vous ? Le fait que les frondeurs se réunissent à La Rochelle, là où le PS devait organiser sa grand-messe annuelle ? Les socialistes se sont toujours réunis et les courants se sont toujours exprimés et ont essayé de débattre entre eux pour avoir une ligne et une confrontation d'idées. Le premier secrétaire avait décidé que ce ne serait pas La Rochelle, que ce serait Nantes.
On a vu les risques qu'il y avait à maintenir cette université. J'en profite pour dire que nous avons des universités éclatées sur le territoire, et la dernière d'entre elles, qui nous permettra de débattre aussi de ces sujets-là entre socialistes, aura lieu à Dijon le 20 novembre prochain, le dimanche 20 novembre, je crois, date du premier tour de primaire de la droite. Donc, ce besoin qu'ont les socialistes, et de tout temps, les rocariens se réunissaient, les montebourgeois se réunissaient, les jospinistes, les hollandais se réunissent, c'est une habitude. Bon, ça ne vous a pas choqué, quoi. Ça ne m'a pas choqué qu'un courant du parti souhaite affiner ses positions pour participer au débat général du Parti socialiste. Ce qui serait anormal, c'est qu'effectivement, il n'y ait plus de débat d'idées au Parti socialiste, qu'il n'y ait plus de confrontation d'idées. Parce que le socialisme, c'est une idée forte, mais qui doit s'adapter à la réalité du moment, mais qui ne doit pas perdre la volonté du débat et la volonté de la confrontation des idées, tout en restant avec une certaine vigilance de ne pas abîmer cet appareil, vous opinez, et ce qu'il représente. Je ne suis pas sûr que les Français, les Bourguignons, les Franc-Comtois, les Français aujourd'hui s'intéressent à nos petites divisions internes. Ils veulent savoir ce que vous Ils veulent voulez savoir, faire. aujourd'hui, ils voudraient savoir comment ce pays va sortir de l'ornière, va éviter le déclin pour atteindre le redressement. Et ce que je constate à gauche, je suis de gauche, Emmanuel Macron est de gauche. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la gauche est atteinte d'un somnambulisme collectif, déchirée entre ce qu'elle sait avoir été et ce qu'elle devrait être. Et pour ce faire, il y a le totem, vous savez, le totem du remords. On regarde toujours la gauche de 45, la gauche de 20, la gauche d'avant. Et puis, il y a le totem de l'ambition, qui est aujourd'hui de retrouver de nouveaux compromis, qui est retrouver de nouvelles alliances. Je considère en particulier que l'alliance qu'avait fait François Mitterrand, l'union de la gauche de 71, a vécu. Elle a vécu. Il y a une partie de la gauche qui ne veut plus, qui recule, qui est la gauche des conservatismes, la gauche archaïque. Alors débattre avec eux, c'est inutile aujourd'hui. Il faut trouver un nouveau compromis, il faut trouver de nouvelles alliances, il faut réunir les gens qui sont pour le progrès de chaque côté, et c'est ça qui importe demain. Alors savoir entre nous, Hollande, pas Hollande, je pense que le président de la République aujourd'hui, il a une tâche immense. Il assume sur le plan international, je le crois, avec beaucoup de courage, détermination. Sur le plan, c'est beaucoup plus difficile sur le plan interne, mais aujourd'hui, il n'est pas candidat, que je sache. Emmanuel Macron n'est pas candidat aussi. Arnaud Montebourg est candidat à la candidature. Bien, ils ne sont pas candidats. Parce qu'on est en train de faire le casting inverse. Des personnes avant les idées et avant les projets. On le voit notamment. Avant les projets. On le voit. Le casting, attendez, je n'ai pas interrompu. On le voit chez vous quand même, Il n'y a pas, attendez, j'ai fini. les frondeurs. On ne va pas s'inscrire aujourd'hui dans la chaîne alimentaire des candidats. C'est quand on aura vu, d'ici 2 mois ou avant les primaires, moi je ne crois pas qu'elles auront lieu ces primaires. Je pense que ce sont des primaires de confort qui ont été là pour permettre aux chefs de l'État d'avoir du temps. Mais dans ce domaine-là, je crois qu'il faut d'abord parler du projet, des idées, voir si elles rencontrent l'opinion, et après... Mais c'est un peu compliqué, parce que même chez les frondeurs, il n'y en a pas un qui a la même idée. Du coup, il y a 4 candidats, Gérard Filoche, Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg. Ça paraît incompréhensible pour les gens qui vous regardent. Il y a une multitude de candidatures déclarées au sein du Parti socialiste, mais précisément, les primaires, elles ont été inventées en 2011 et exercées en 2012, dans une situation qui était tout à fait similaire, tout simplement parce que lorsqu'on a un échiquier éclaté, c'est une machine à rassembler les primaires. Et c'est pour ça qu'elles sont utiles et qu'elles sont valides. C'est que précisément, elles permettent de choisir celui qui est en capacité de rassembler le plus largement pour faire gagner la gauche. Mais même les frondeurs n'ont pas un leader naturel ? Et ils ont la chance d'avoir beaucoup d'hommes et de femmes de qualité. Et donc la difficulté, c'est de choisir. Mais on ne va pas choisir entre nous. On va laisser choisir l'ensemble de ceux qui sont soit membres du Parti socialiste, soit autour du Parti socialiste, avec d'autres candidats. Mais par contre, on va jouer cette primaire de l'intérieur. Ce qui est véritablement pas très honnête, c'est ceux qui ont été responsables au gouvernement pendant une bonne partie du quinquennat d'une politique essentielle, celle de l'économie et de l'industrie. Et aujourd'hui, qui disent « je me lave les mains des règles du jeu à gauche et je joue cavalier seul ». Et finalement, je vais être au bout du compte celui qui va organiser systématiquement, s'il continue comme ça, l'échec de son propre camp. Moi, j'entends ce que dit François Patriat. Il nous dit et il nous répète qu'Emmanuel Macron est de gauche, mais qu'il le démontre et qu'il soit dans une forme de loyauté vis-à-vis de son camp, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va continuer. Juste un dernier mot sur les frondeurs qui tapent quand même
même particulièrement sur le chef de l'État, quasiment depuis le début du quinquennat. Dès le mois d'août 2012, on a entendu des voix discordantes. Ça a été assez tôt quand même. Et du coup, ce qui fait dire à Bruno Le Roux, il l'a répété à l'envi cette semaine, on va voir sa citation sans doute à l'antenne, les frondeurs ne pensent qu'à leur petite boutique. Est-ce que ça ne donne pas cette impression, en fait, de vouloir exister uniquement en tapant sur le gouvernement? Je ne sais pas, parce qu'il faut se méfier parfois, boutiquier et demi. Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la boutique de Bruno Le Roux qu'il défendra jusqu'au bout. Nous verrons bien, je ne veux pas être trop méchant. Mais je pense que les frondeurs, ce vocable est venu alors que nous ne le cherchions pas. Nous avons essayé d'être fidèles à ce que nous avons entendu lors des précédentes campagnes présidentielles et législatives, et nous savons pourquoi nous avons été élus. Nous n'avons pas été élus pour accompagner un CICE avec 40 milliards de cadeaux au patronat sans conditionnalité. Nous n'avons jamais été élus pour ça. Et nous avons dit justement que nous étions en rupture par rapport à ça. Et ceux qui ont porté de telles idées, je pense, d'une certaine façon, ont trahi le mandat qui avait été donné. Donc on a été en fidélité par rapport à ce que nous avaient dit nos électeurs, et on le sera jusqu'au bout. Dès 2012, on a tiré la sonnette d'alarme. On n'a pas posé de motion de censure en 2012. Tout ça a été très gradué. Et on a essayé à chaque carrefour, au moment de Florange notamment, de dire que les choix qui allaient être faits n'étaient pas les bons. On ne voudrait pas, par exemple, que sur Alstom, les mêmes choix se reproduisent. Mais du coup, on a entendu un discours très négatif, finalement. Mais écoutez, soit on est une majorité Godillot, et donc on se plie aux règles, finalement, surannées de la Ve République, soit à un moment donné, on est capable, comme le disait Michel Degnaud, au sein de notre majorité, de se dire les choses, et à un moment donné, de faire en sorte qu'il y ait une réorientation. On l'a longtemps espéré, elle n'est pas venue. L'échec est au rendez-vous, malheureusement, à la fin de ce quinquennat. Échec. Donc, alors, ce n'est pas ce que pensent les députés. Je peux les qualifier de légalistes et les élus légalistes comme vous l'êtes. Michel Degnaud, il y a eu un séminaire aussi. Je ne suis pas député. Hein. Non, ou les élus aussi légalistes, je dis. Donc clairement, cette semaine, il y a eu un séminaire des députés, donc séminaire qui était là un peu pour présenter le bon bilan de François Hollande. Ils veulent faire entendre ce qui a marché. Michel Degnaud, c'est un peu tard, non? Vous vous réveillez peut-être un tout petit peu tard, comme le disait tout à l'heure M. Baumel, non? Je pense qu'il y a eu certainement quelques erreurs de commises, notamment le fait pris dans la crise qui était plus forte que ce que l'on ne pensait. La crise internationale. On pensait qu'après la crise des subprimes, ça allait se terminer. La mise en cause de l'Europe, le montée des populismes de plus en plus fort. Tout un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas prévus. Même si on voyait les prémices de tout ce qui s'est passé et les horreurs que l'on a vécues. Donc le gouvernement a été pris, à mon avis, dans le quotidien, et c'est souvent, quand on est pris dans l'action, la difficulté au coup par coup. Chaque fois qu'il y a une mesure, de prendre le temps de l'expliquer. Beaucoup de choses ont été faites qui sont positives et dont nous devons être fiers, dont nous sommes fiers. Comment aller des élections si on n'est pas fier de ce que l'on a fait, si on ne défend pas le bilan qui est le nôtre? Il va être décliné par département d'ailleurs, c'est ça? Il va être décliné par département, vous allez le faire ici? Par département qui a été faite. Et ceci pour dire qu'on est dans un contexte qui est mouvant. Philippe dit, problème d'Alstom, problème... Il y a un travail qui a été fait par ce gouvernement qu'on n'a peut-être pas mis assez en avant. C'est le travail par filière, c'est le travail de l'excellence, c'est le travail... Qu'est-ce qui va se passer? On est quand même dans une révolution post-industrielle où effectivement des choses vont disparaître. Moi, j'ai été directeur commercial dans une entreprise qui était à Venarey-les-Laumes. Dans cette entreprise, on assemblait du matériel de manutention. L'entreprise a disparu. Pourquoi? Mais il y a 15 ans. C'est au moment où les droits de douane ont été supprimés, où effectivement, l'assemblage s'est fait dans une seule usine en Europe, et les usines que l'on avait. Donc chaque fois que l'on a une évolution, il y a toujours des conséquences sur l'industrie. Et ce qu'il faut faire, c'est savoir anticiper cela et dire la vérité le moment venu. Mais entre ce que dit Philippe et François, on voit bien qu'il y a une nécessité de synthèse, si on veut gagner, qui est nécessaire. Et François Hollande a le droit de la synthèse, c'est ce qu'il veut dire. Il y a une nécessité au moins que la gauche gouvernementale arrive à se mettre d'accord. Et le processus des primaires est là justement pour
devant le peuple français, avec ceux qui veulent participer, et bien dire, voilà, quelle est la ligne que l'on souhaite voir défendre par celui qui représentera la gauche Allez, gouvernementale. plus brièvement, à l'élection. Didier Guillaume, le patron des sénateurs, lui a dit cette semaine, il a été affirmatif, François Hollande sera candidat. Il n'a pas utilisé le conditionnel à l'élection présidentielle. C'est sûr, a-t-il ajouté. Vous êtes sur cette longueur. En un mot. Moi, je suis persuadé qu'il a envie d'y aller. Qu'il se met en situation. Après, ça dépendra de sa décision personnelle. Mais je pense que c'est lui qui est le mieux placé pour assembler. Mais encore faut-il qu'il le décide, qu'il soit candidat aux primaires et qu'il soit élu. Mais j'ai connu François Hollande dans des temps anciens où il était à 3%, dans les sondages, et où d'autres caracolaient, et où effectivement l'histoire a bégayé. Alors, je vois François Patriat qui boue. Il boue parce qu'il veut parler d'Emmanuel Macron. Non, parce que je voudrais que le temps de parole soit équitable. Oui, mais Emmanuel Macron, on l'a vu partout aussi. Voilà, il aboie le terrain. En ce moment, je l'ai même vu invité, on va voir des images d'ailleurs, à la fête des Berloufs. Vous savez où c'est ? C'est à Waterloo, dans le Nord. Il a mangé des frites là-bas notamment. Il est clairement en campagne. Emmanuel Macron n'est pas en campagne pour la candidature aujourd'hui. Que les choses soient claires. C'est hypocrite. Attendez. Je voudrais d'abord. Je voudrais aller. Non, mais attendez. Il a dit loyalement pendant la République qu'il quittait le gouvernement pour s'occuper de son mouvement. Ce qu'il fait en faisant ce qu'il a dit, en allant écouter les Français, en faisant le diagnostic de la France et en formulant un projet. Et pour ce faire, qu'il s'immergeait dans la France. C'est bien, c'est la phase diagnostique. Alors, vous savez, tout à l'heure, j'ai entendu un peu mes amis ici s'exprimer. Moi, je ne nommerai jamais personne et je ne suis pas là pour avoir des boucs émissaires ou des procès en déloyauté. Parce qu'il n'y aurait pas ici les bons loyaux... Il y en a beaucoup qui disent qu'il est ingrat. Attendez. Il y en a qui ici, beaucoup, qui seraient des bons loyaux, qui votent les motions de censure, qui tapent sur le gouvernement tous les jours, qui critiquent le Premier ministre, qui s'opposent au chef de l'État. Ça, c'est les bons loyaux. Et les mauvais loyaux, c'est ceux qui ont travaillé avec le chef de l'État, qui ont heureusement inspiré le CICE et le pacte de responsabilité, qui sont aujourd'hui les responsables de la reprise qu'il y a dans ce pays et de la croissance de l'emploi. Et puis, donc, à côté, les mauvais loyaux, ceux qui ne critiquent pas le gouvernement, qui soutiennent le chef de l'État, qui pensent que, pour répondre à Michel Neugnot, l'erreur, ce n'est pas éventuellement ce qu'on a dit tout de suite. La première erreur, elle est au début du quinquennat. Lorsqu'on explique au chef de l'État que maintenant, l'économie, le monde a changé et que les vieilles recettes qu'on veut nous ressortir aujourd'hui, parce que je vois des candidats qui sont dans le monde tel qu'il a été, avec les recettes d'avant, alors qu'Emmanuel Macron, il est dans le monde tel qu'il sera, avec les recettes de demain, avec une nouvelle majorité à construire qui rassemble les progressistes de tout bas. Et je crois que les Français en ont assez aujourd'hui. Les Français aujourd'hui, ceux qui restent dans l'entre-soi des partis ont tort. Les Français ne supportent plus les partis. Ils pensent qu'il y a une droite, il y a une gauche. Il y aura toujours une droite, il y aura une gauche. Mais que l'entre-soi des partis, avec leurs petites recettes, leurs petites magouilles, leurs petites alliances, ça ne marche plus. Donc voilà, quelqu'un aujourd'hui qui dit, voilà, on sort de ce domaine, on va essayer. Alors donc, il n'y a pas les bons et les mauvais loyaux. Et je pense qu'au début de ce quinquennat, on aurait dû faire en sorte de dire que l'argent public, tout le monde savait qu'il n'y en avait plus et qu'on n'allait pas relancer l'emploi avec l'argent public. Ce qu'il fallait, c'était aider ceux qui créent de l'emploi dans ce pays. Libérer l'économie. On l'a fait avec le CICE. On l'a fait en 2014, en 2015, sous l'impulsion notamment d'Emmanuel Macron, à qui je veux rendre ici cette détermination. Il a influencé. On peut lui reprocher aujourd'hui, je comprends, mais je pense que ce qu'il a fait là, ça apparaîtra demain. D'ailleurs, c'est salué comme tel aujourd'hui par le monde de l'économie, comme les mesures qui ont permis, mais pas assez. Et si Emmanuel a quitté le gouvernement, Emmanuel Macron, c'est parce qu'il a dit on fait le travail à moitié. C'est la raison pour laquelle j'ai été désavoué. J'ai été désavoué sur la loi El Khomri, sur certaines parties que moi je soutenais. J'ai été désavoué sur la voie Macron. Il a désavoué, il dit aujourd'hui bien. Eh bien moi, je pense qu'il faut aller plus loin. La ligne que je définis est une ligne, c'est celle, je crois, de la vision, de l'énergie. C'est celle du business demain. Donc il faut qu'il soit candidat. candidat. Être pro-business, ça n'est pas être de droite. La valeur travail est une valeur de gauche. La valeur travail est une valeur de gauche. Mais il la défend avec talent. Merci. Vous n'êtes pas d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord, parce que ce que nous décrit François Patriat n'est en rien un programme de gauche. Il le dit lui-même, c'est le programme du business, c'est le programme du milieu des affaires, c'est le programme où on va chercher de l'argent à Londres sur la place boursière, où on vend des places à un banquet à 7 500 €. Ça ne concerne en rien l'électorat de la gauche et ça ne concerne en rien la définition d'un projet de gauche. Donc moi, je pense qu'il y a une fausse route qui nous est proposée aujourd'hui et c'est une forme de dérapage qui consiste à dire que l'avenir
l'avenir de la gauche serait en prenant une partie des recettes de la droite. Je pense que c'est catastrophique. On finira, avec ce type de démarche, à rayer complètement de la carte politique une bonne partie de la gauche. Je pense qu'il y a dans ce pays un attachement profond à un certain nombre d'idées de gauche. Je ne dis pas qu'il faut revisiter uniquement les programmes des années 30. Ce n'est pas le sujet. On sait très bien qu'on est au XXIe siècle et que plusieurs révolutions industrielles se sont passées et que le mouvement social lui-même a changé. Mais on ne peut pas être sans arrêt en train de prôner uniquement la dérégulation sans, à un moment donné, se dire qu'il faut poser un certain nombre de garde-fous sociaux pour que ce ne soient pas les plus modestes qui, sans arrêt, payent finalement la note d'un CICE que vous avez rappelé. C'est 41 milliards d'euros déversés sur les entreprises. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on ait des entreprises. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'accompagne Arnaud Montebourg qui le propose lui aussi. Mais à certaines conditions. C'est-à-dire que la condition qui était celle d'un MEDEF, qu'avait lui-même accepté le MEDEF à l'époque, qui était de créer 1 million d'emplois, il n'en a pas créé un seul. Donc la mesure du CICE aujourd'hui, elle a peut-être relancé une partie d'activité, mais en aucun cas elle n'a relancé l'emploi. Je rappelle que sur le bilan du chômage, ce quinquennat, c'est finalement 1 million de chômeurs de plus dans ce pays. Non. Emmanuel Macron, alors, il est d'accord ou pas avec ça? Je voudrais répondre sur un point, parce que notre démarche, c'est la bienveillance, c'est-à-dire pas l'attaque des autres. Les Français en ont marre des attaques sur tout le monde. Alors quand j'entends à l'instant critiquer, vous avez entendu le repas, le Parti socialiste touche d'argent de l'État chaque année 20 millions d'euros. Les Républicains, 15 millions d'euros. Les Verts, 3 millions d'euros. Le Mouvement En Marche, qui à ce jour, ce dimanche matin, a 80 000 adhérents, 0 euros. Ouais, c'est normal, c'est un nouveau parti. Non, mais 0 euros. Donc, pour faire vivre ce mouvement, il faut bien trouver les dons légaux. Voilà. Or, la loi en France autorise chaque Français à verser 7 500 en plafond pour un mouvement politique ou associatif ou culturel. Donc, on ne va pas chercher à Londres. Il figure que Londres est une des plus grandes villes de France aujourd'hui et qu'il y a des Français de l'étranger qui sont décidés à aider Emmanuel Macron et qui sont invités à participer à ce mouvement. Donc, faire croire aujourd'hui qu'il y aurait du business, de l'argent détourné, des moyens, du luxe, non, pour un mouvement qui vit aujourd'hui avec une recette qui n'excède pas 1 million d'euros aujourd'hui de dons personnels de particuliers et pas d'entreprises pour le faire vivre, je ne veux pas laisser... Je crois là aussi les Français en ont assez de ces petites attaques venimeuses. Il faut cesser ce genre de plaisanterie. Voilà. Si vous permettez... quelques secondes. Allez-y. Oui, moi j'adhère totalement à la politique qui a été menée. Par contre, je voudrais revenir à ce que François disait tout à l'heure. François Patria, pas François. François Patria, oui. Cette logique qu'il développe sur la stratégie d'Emmanuel Macron, n'est pas compatible avec nos institutions. C'est-à-dire, ça veut dire... Et j'explique. Nos institutions, elles sont faites de telle sorte qu'on a la cristallisation à travers l'élection présidentielle d'un camp comme un autre. Et avec la difficulté, ça a fonctionné sans risque pour la démocratie, parce qu'on était dans une sorte de bipartisme, exacerbé souvent, mais c'est la Constitution qui le fait, et nous nous trouvons dans un tripartisme qui donne le risque de l'arrivée de l'extrême droite. Donc cette logique d'avoir une majorité d'idées sur des sujets, en Allemagne, ça se passe ainsi. On a Merkel. Michel, qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher, je voudrais terminer. Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans le Nord-Pas-de-Calais on a Merkel. Soyez bref, parce qu'il nous reste peu de temps. On a Merkel avec une alliance du SPD. Le SPD a négocié quelque chose d'essentiel sur sa participation au gouvernement, c'est le SMIC, d'instaurer le SMIC. Cette démarche-là, que l'on peut, dans l'idéal, avoir, elle n'est pas applicable, à mon avis, avec la Constitution que l'on a actuellement. Ça voudrait dire que l'on arrive à un régime parlementaire qui n'est pas le cas, et c'est tout le débat que l'on peut avoir sur une modernisation des institutions, on peut l'appeler 6e République, en tout cas, on va voter. Qui va être nécessaire. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Mais tant que l'on a cette Constitution... En tout cas, pour 2017, on aura encore cette Constitution. Exactement, c'est ce que je dis. Donc, pour l'instant, vous êtes rayé de la carte, tous autant que vous êtes. Tous les sondages le disent. Le sondage de BVA encore de cette semaine le disait. Il n'y aura pas la gauche au deuxième tour. Vous allez continuer comme ça, tous. Dans le cadre des primaires, les choses vont se rassembler. On le sait tous. On a vécu les primaires en 2011 et 2012. On sait que les sondages ont fortement varié entre le début des primaires et le point d'arrivée de la présidentielle. Donc, on est à capacité de se rassembler. Mélenchon a dit qu'il n'allait pas participer aux primaires au début de l'année 2012. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'allait pas participer aux
primaires. Cécile le problème de Duflot non Jean-Luc plus, Mélenchon- le problème de Emmanuel Jean-Luc- Macron non mais plus. la question Donc, sur il y aura je encore- peux vous répondre là-dessus. La question de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas la question évidemment des primaires. C'est la question de savoir s'il pourra se présenter à la présidentielle. Parce qu'à mon avis, il n'aura pas le nombre de signatures nécessaires. Parce que cette fois-ci, le Parti communiste ne lui donnera pas ses signatures. Emmanuel Et que Macron la les aura difficulté, elle est là pour lui. Oui, on les a déjà. Et C'est on, pas a, ça, on mais- a toujours eu dans l'histoire de la Ve République la problématique d'une gauche non gouvernementale qui a pris des formes différentes, mais qui a toujours existé et qui était amenée dans le choix du deuxième tour à se Ouais, mais positionner. franchement, c'est Christian Paul qui disait ça cette semaine. Le suicide collectif n'est pas à notre agenda. On a quand même l'impression que la gauche, dans son ensemble, va au suicide. Là. En politique, non. le pire n'est jamais sûr, vous verrez. Oui. Ils ont beaucoup participé. Non, non. Non, mais pour la question qui était celle de cette émission, François Hollande peut-il être candidat? Alors, ça m'intéresse d'avoir La votre réponse. trajectoire personnelle aujourd'hui de François Hollande lui permet difficilement d'être candidat. Pourquoi Je donne un sondage sur Lyon. Attendez. C'est la République des sur Lyon. sondages, Quel est alors. le meilleur candidat de gauche à Lyon? 2000 personnes enquêtées. Écoutez bien. 31% Emmanuel Macron. Ouais, mais Gérard Collomb Attendez, soutient avec attendez. force. Non mais d'accord, mais Lyon, c'est quand même pas innocent, on peut le faire ailleurs. 31% Emmanuel Macron. Ensuite, on a 17, Arnaud Montebourg est à 13, etc. François Hollande est à 6. Alors, bien sûr, c'est un sondage, ça ne veut rien dire Saint-Lyon. Mais je veux dire que dans la trajectoire annuelle, et Gérard Collomb l'a dit, telle qu'elle est aujourd'hui, il sera difficile au président d'être candidat. Attendez, je finis. Mais pour Emmanuel Macron, la décision, elle n'est pas prise du tout. Emmanuel Macron, il prendra sa décision plus tard si le mouvement que nous avons créé a pris, s'il a convaincu l'opinion, s'il suscite un élan. S'il n'est pas dans les primaires, il est hors jeu. Et il risque de mettre la gauche hors jeu. Écoutez, si ce mouvement a pris, et que par rapport à François Hollande, il est en situation, alors je pense qu'il sera candidat. Il doit se représenter pour vous, François Hollande, en 30 secondes. Je pense qu'il ne le peut pas. Il ne le peut pas parce qu'aujourd'hui, tous les sondages le montrent. Il est aux sondages nationaux qui donnent 10, 12 points d'adhésion de la population vis-à-vis du président de la République sortant. Ça rend impossible la démarche. Ce qui est nouveau, c'est que 7 sur 10 des personnes qui ont voté Hollande en 2012 disent ne pas vouloir voter pour lui. Allez, Sarko n'était jamais tombé aussi bas. C'est ça qui est difficile. Un dernier mot aussi Ça peut pour changer. vous. Il participera aux primaires, François Hollande? Moi, je pense qu'il sera candidat, qu'il gagnera les primaires et qu'il a une chance non négligeable d'emporter l'élection présidentielle. Alors on précise que les primaires pour vous, c'est le 15 décembre pour les candidatures. On a compris qu'Emmanuel Macron ne ferait pas partie. Je n'ai pas dit ça. Je dis Pas pas pour qu'il n'est pas l'instant. candidat. D'accord, Donc il est on pas dans la verra. candidature pour l'instant. Et je Les primaires, pense- ce sera en janvier. Je pense que cela se fera ainsi parce que c'est le seul qui Merci. est en capacité de rassembler. Merci, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Tout de suite, place à l'info. Et bien sûr, Dimanche en politique continue juste après. Francis Letellier reçoit aujourd'hui François Bayrou. Bon appétit, bon dimanche à tous.